Donc, l'enregistrement est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais mettre les gens à la fois. Bonjour, bonjour. Vous seriez gentil de mettre votre caméra parce que j'aime ça voir des beaux visages. Bonjour. On va prendre quelques minutes pour laisser les gens arriver parce qu'on attend quand même une 60aine de personnes. Fait que vous me confirmez que le lien fonctionne bien, donc c'est une bonne chose. Est-ce que ça serait possible pour ceux qui sont marqués iPad, juste d'ajouter votre prénom, s'il vous plaît, de me le dire? C'est ça que tu voulais, joindre les noms, hein? Oui, s'il te plaît, c'est Lynn que c'est écrit iPad. Ah, Lynn, bonjour Lynn, je m'excuse. Bonjour. Je suis pas capable de le faire, là, regarde. OK. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Ouais, il n'y a pas de problème. On en a d'autres que tu vas avoir de la difficulté pour les noms. Ben, je vais leur demander ou sinon ils vont. Ou tu peux leur envoyer un message Ah, OK, oui. dans le chat. C'est important les noms de famille parce qu'il y en Non. a, j'en ai pas. OK, parfait. Non. Ouais. Oui, non, oui. Ben, Oui, non. je vais les prendre ceux que j'ai. Parfait. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui arrivent, ce serait gentil de mettre votre caméra. C'est plus sympathique pour moi que de voir un écran noir. Excuse. Oui? Est-ce que tu me vois bien? Oui, je te vois bien. OK. Là, mon nom, là, c'est Nani. C'est parce que j'ai d'autres réunions Zoom que j'étais comme Nani, mais c'est Stéphanie Malouin, mon nom. Parfait, Stéphanie. Je vais enlever Nani. Je vais mettre Stéphanie. Merci. Bonjour à ceux qui viennent juste d'arriver. Si c'est possible de juste mettre votre caméra pour que je vois vos beaux visages et peut-être écrire dans le chat votre nom pour qu'on prenne les présences. J'aime ça voir les gens qui se sont inscrits, qui sont venus. Ça m'évite de vous envoyer trop de courriels et tout ça. Fait que vous seriez gentil d'écrire dans le chat. Ma belle Karine est en train de prendre les présences. Puis on va donner encore un petit 2 minutes pour laisser les gens se joindre à nous. On avait quand même une 60aine de personnes d'inscrits pour la conférence de ce soir. Fait que, comme ma concentration de madame de 53 ans est moins bonne qu'à 20 ans, bien, j'ai de la difficulté à commencer une conférence et d'ajouter les gens en même temps. Fait qu'on va se donner 2 petites minutes encore avant de commencer. Je ne sais pas pour vous, c'était prévu de 7 à 8, mais moi, je ne me donne pas vraiment de temps. Fait qu'on prendra le temps qu'on aura besoin. Je vais vous faire la conférence. Ensuite, je vais arrêter l'enregistrement et on prendra tout le temps pour vos questions. La conférence de ce soir est aussi en Facebook Live parce que d'expérience, je sais qu'il y a des gens qui ne s'inscriront pas de peur d'être identifiés au trouble de personnalité limite. Donc, ils vont regarder sur le Facebook Live, mais ils ne s'inscriraient pas. Et j'ai aussi envie de vous dire, pour enlever toute cette crainte-là de « Oh mon Dieu, je ne montrerai pas mon visage, les gens vont penser que j'ai un trouble de personnalité limite », enlevez-vous cette pression-là. Il y a plein de gens qui sont inscrits qui n'en ont pas de trouble de personnalité limite, que c'est des intervenants qui ont envie de mieux intervenir ou des proches. Fait qu'il ne faut pas nécessairement se dire que « Oh mon Dieu, ils vont penser que j'ai un TPL ». Ben non, vous êtes peut-être intervenant ou un proche. Puis si vous avez un TPL, ben les gens, ils sauront pas, à moins que vous le dites. Fait enlevez-vous cette crainte-là où je sais qu'il y a des gens que ça dérange un petit peu. Oui, c'est vraiment fort. Tu baisserais-tu le son? Tu baisserais-tu le son de la télé? Ah, OK. Je pensais, Caroline, que tu me disais que je parlais fort.
J'ai dit, OK, je vais baisser le son. Parfait. Fait que, je nous donne le Facebook Live, ça a valeur de quoi, Karine? Est-ce qu'on était correct? Est-ce Ben, que ça rentre, mais oui, ça rentre, c'est comme en retard. OK, il y a un petit délai. Oui, Parfait. il y a un délai. Parfait. Fait que pour ceux qui me connaissent, vous comprendrez que mon côté technologie va en s'améliorant, mais loin d'être parfait encore. Donc, on va commencer parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire. Oh, le téléphone sonne en même temps. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui a de la difficulté à se connecter parce que je ne vais pas lui répondre. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Puis, on va commencer dès maintenant. Merci de me confirmer que vous voyez bien l'écran. C'est bon? Vous voyez le partage d'écran ou pas? Oui. Oui. Juste vous. Je réussis à nous tasser ça, mettre le diaporama plein écran, ça va être plus plaisant pour vous. Vous allez voir que ça va être parfaitement imparfait, tout à mon image, pas mal tout le long de la conférence. Et je vais continuer à admettre les gens tout doucement. Donc, bienvenue, premièrement. Je suis super contente que vous soyez choisi. Ah, je vais vous demander effectivement de fermer les micros pour éviter que ça ne fonctionne pas. Désolée, je vais refaire le partage d'écran parce que ça ne semblait pas vouloir fonctionner. Là, ici. Je vais avec ça. Un coup qu'on va être parti, ça va bien aller. Ça devrait très, très bien se passer. Je ne sais juste pas pourquoi il ne veut pas... pourquoi mon partage ne veut pas se faire. Ah, merveilleux. Et voilà, et voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de la soirée, quoique vous devriez l'avoir eu dans les différents courriels que je vous ai envoyés. Donc, on va commencer avec mon histoire. Je trouve ça important de vous la partager pour que vous voyiez par où je suis passée. Je pense que la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de voir, de mettre ses souliers et de voir le chemin parcouru. Donc, j'ai l'air bien belle, bien fine comme ça, mais le chemin a été ardu pour jusque-là. Donc, j'ai envie de vous partager mon histoire pour que vous compreniez un peu le cheminement. Ensuite, on va voir les signes de la vie. On va continuer avec le trouble de la personnalité limite parce que ce qui est important pour moi, c'est de vous partager mes connaissances sur le trouble de personnalité limite. À travers le trouble de personnalité limite, on va voir l'origine de cette bébête-là, les troubles associés, les recherches. On va aller du côté positif avec l'hémophane. Ensuite, on va voir les croyances par rapport aux troubles de personnalité limite et à la santé mentale en général. On va voir un beau plan d'action et il y aura vos questions. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je le fais là à soir et c'est ce que je dis avec Karine qui va m'assister tout au long de la conférence. J'ai envie ce soir de le faire un peu comme je le faisais à mes débuts il y a 7 ans, juste dans le but de partager parce que quand j'ai eu le diagnostic, moi, j'aurais aimé ça trouver quelqu'un qui va me parler comme je vais vous parler, puis qui me partage des informations. Puis malheureusement, je ne trouvais pas cette personne-là. Tout ce que je voyais, c'était vraiment négatif par rapport au trouble de personnalité limite. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez les slides qui passent, que vous n'êtes pas encore resté à la première? C'est bon, parfait. Oui, ça va. Donc, parfait, merci beaucoup. Donc, mon intention, c'est de partager mes connaissances. Je pense que de mieux comprendre permet de mieux aider puis de respecter ses différences.
il y a plein de méconnaissances par rapport aux troubles de personnalité limite, dû beaucoup aux films, aux émissions de télé, à toute la stigmatisation qu'il y a autour de ce trouble-là. Donc, je trouve ça important de venir démystifier un peu tout ça, puis surtout bien, de vous donner de l'espoir que c'est possible de bien aller malgré un trouble en santé mentale. Qui suis-je? Bien, je suis une grande voyageuse, vous l'aurez deviné avec le Taj Mahal. Je suis aussi conférencière. Ce qui est important pour moi, puis vous le voyez en arrière de moi, il y a les diplômes. Tout ce que je fais, j'ai eu besoin d'aller me chercher un bagage pour être sûre de bien faire les choses, pour avoir de la reconnaissance dans ce que je fais. Donc, je suis conférencière formée comme conférencière. Je suis coach de vie et d'affaires certifiée en programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, c'est la reprogrammation du langage au cerveau. Dans mon cas, là, moi, ça a complètement changé ma vie d'être en mesure de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de mon cerveau. Ensuite, je fais mes formations continues par choix, plutôt que de continuer en PNL ou en hypnose, qui est ma formation, en psycho. Donc, à chaque année, je vais faire un nouveau cours, un nouveau programme en psycho. Donc, j'ai accumulé dans les dernières années la thérapie STEPS, la TCD et le monitorage. Et en 2023, je n'ai pas encore fait mon choix. Il y a tellement de bons contenus que je ne sais pas trop quel choisir. À la base, je me suis dit, il y a peut-être 2 ans, bon, ben, je vais aller faire mon doctorat, je vais m'en aller vraiment en psychiatrie, puis je vais avoir le temps de prendre ma retraite avant de finir. Fait que je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne façon pour moi. Fait qu'à la place, ben, je fais environ 2 cours par année. Je fais un cumulatif, puis ben, je peux m'en servir dans ma pratique courante. Et ça, pour moi, ça fait plus mon affaire que de faire des cours juste pour avoir la reconnaissance, mais que je ne me servirai pas nécessairement parce que je vais être retraitée avant. Donc, tout ça pour vous dire que je suis en éternelle formation et évolution et j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis auteure de... Oh, juste de fermer les micros. Auteure de plusieurs best-sellers. Je suis patiente formatrice à la faculté de médecine de l'Université de Montréal depuis 6 ans déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tous nos futurs spécialistes en santé ont des cours de CSS 1900 en première année, 2900 en deuxième et 3900 en troisième année, où il y a des patients formateurs qui viennent parler de leur vécu expérientiel avec les hôpitaux, avec les différents services. Moi, j'ai eu la chance d'avoir besoin des services en santé physique et en santé mentale. Donc, ça fait 6 ans que je co-anime ces groupes-là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des super bons médecins qui s'en viennent, donc c'est une bonne nouvelle. Je suis aussi la fondatrice du groupe de discussion Borderline Anonyme et de l'Académie du TPL. Le groupe de discussion va avoir 7 ans en décembre et l'Académie du TPL est rendue à sa 3e cohorte. En tout, il y a eu plus de 600 personnes qui sont passées à travers le groupe de discussion et l'Académie. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je fais plusieurs formations en ligne et aussi dans les différents organismes en santé mentale, dans les hôpitaux, dans les pénitenciers, un peu partout. Donc, pour les spécialistes en santé, si vous avez besoin, ça me fait plaisir de vous préparer des beaux ateliers. J'ai plein de formations, entre autres, Réussir à contre-courant, qui est pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas nécessairement pour les gens qui ont un trouble de personnalité limite, et l'atelier un mode d'emploi pour réussir sa vie. Joanne, prends une respiration et ça va bien aller. Je parle beaucoup trop vite, donc je vais prendre le temps juste de me déposer. Je veux tellement vous dire plein d'affaires que je vais juste prendre le temps de prendre une petite respiration. Donc, je suis devenue la créatrice de ma vie tout en étant borderline.
parce que tantôt, on va voir avec les fausses croyances, là, il semblerait que des fois, les gens croient qu'on ne peut pas travailler et qu'on ne peut pas avoir une belle vie parce qu'on a un trouble de personnalité limite et une fausse croyance. On va débuter avec mon histoire. Je vous présente moi avec les petites couettes dans les airs et le visage triste. Donc, petite fille heureuse. J'ose croire que c'est comme une distorsion qui se passe par rapport à mon album photo. Dans mes souvenirs, j'ai eu une enfance heureuse et chaque fois que je regarde des photos petites, j'ai toujours ce visage triste. J'ai été très, très, très longtemps quelqu'un de très timide. Donc, possiblement que ça me faisait peur de prendre les photos et que je n'aimais donc bien pas ça et que c'est la raison pour laquelle j'ai l'air aussi triste, aussi jeune. À ma connaissance, à ce moment-là, j'avais quand même une belle joie de vivre malgré la timidité qui était vraiment très maladive. Ensuite, je suis arrivée à l'adolescence. À l'adolescence, c'est là que, dans mon cas, le trouble de personnalité limite s'est développé, quoique je l'ai su à 43 ans. Donc, à partir de 13 ans, le mal-être s'est installé tranquillement, de toutes sortes de façons. J'étais quelqu'un qui, même si j'ai écrit Adolescente invisible, j'avais l'impression que j'étais assise dans mes cours pour avoir écrit beaucoup à ce moment-là. J'étais là, j'étais au milieu de tout le monde, mais je sentais que j'étais à part, j'étais différente, que j'aurais pu être complètement invisible, que ça n'aurait rien changé. Et en même temps, j'étais quelqu'un qui était en option théâtre, qui était très impliqué, je faisais partie d'une gang, j'étais ni un ni l'autre. Et dans mes distorsions, encore à ce jour, bien, il y a cette impression d'avoir été invisible alors que j'étais très vue, très en vue aussi. Ensuite, il y a eu la jeune femme séductrice. Tu sais, quand on ne s'aime pas soi-même, on a ce besoin d'être aimé à tout prix. Ça a été mon cas pendant très longtemps, beaucoup trop longtemps. Donc, j'ai eu ce besoin d'amour à n'importe quel prix, amour, amitié et amour tout court. J'ai fait des mauvais choix de relation. Quand on se sent pas bien, quand on a l'impression qu'on ne vaut pas cher, qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'a rien à apporter aux autres, bien, souvent, on va choisir des gens encore pires que nous pour se donner l'impression de ne pas être si pire. Ou aussi d'avoir un côté Mère Teresa et de vouloir sauver les gens qui sont pires que nous. Donc, j'ai eu des mauvais choix de relations, entre autres le père de ma fille qui est en prison pour m'avoir dévisagé. Et ensuite, bien, il y a eu cet amour inconditionnel que j'avais tellement, mais tellement besoin d'amour que je me suis dit, bien, je vais avoir un enfant. Et il y a un enfant, bien, c'est un amour inconditionnel. Donc, peu importe qui je suis et ce que je fais, mon enfant m'aimera toujours et pour toutes les bonnes raisons, pour être pendant une bonne partie de ma vie, l'ombrage de ma fille. Je n'ai pas été en relation pendant des longues périodes, des périodes de 7 ans quand même, où je ne faisais que travailler, m'occuper de ma fille et je suis devenue vraiment son ombrage, d'où cette photo qui est représentative pour moi. Et pourtant, même si j'ai donc voulu être la meilleure mère du monde, à son adolescence, l'amour inconditionnel est devenu très, très, très conditionnel et ça a été plutôt difficile et confrontant, notre relation. Moi, de mon côté, ne sachant pas encore que j'avais un trouble de personnalité limite, je trouvais que son adolescence était très difficile et elle, ben, elle ne savait pas sur quel pied danser du fait que mon changement d'humeur changeait très, très, très régulièrement. Donc, ça a été une période très difficile de notre vie.
Ensuite, on a eu... j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas. Les images ne semblent plus vouloir continuer. Est-ce que je vous ai changé de place puis vous me jouez des tours? Voilà, je vais vous refaire le partage. Je ne sais pas pourquoi ça l'a bloqué comme ça. J'étais contente que tout se passait bien et que... Ah! Bon. Si je vous mets là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je ne sais pas. Ah! Nous voilà, nous voilà. Donc, on est passé de relations très, très, très difficiles à être une relation à nouveau fusionnelle avec ma fille et mes magnifiques petites filles qui sont la prunelle de mes yeux, et de relations, mauvaises relations, à ne pas me donner droit d'avoir des bonnes personnes dans ma vie, à une super relation qui est le bon choix et ma plus longue à vie. Donc, maintenant, je me donne le droit d'avoir des bonnes personnes dans ma vie. Je vais juste vous remonter. Oh, si je laisse là, je pense que c'est correct. Les signes de la vie. Tantôt, je vous ai dit qu'à l'université, je partage mon expérience par rapport à la santé physique et la santé mentale. En 2008, j'ai eu un grave accident de voiture. Ça m'a pris 2 ans et demi réapprendre à marcher. À ce moment-là, les spécialistes disaient qu'il fallait que j'accepte ma condition, il fallait dédramatiser la canne, que je ne remarcherais plus jamais, qu'on était à la mode du lâcher-prise, c'était de l'acharnement, il fallait lâcher prise, qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir et que je devais accepter ma condition. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a énormément de respect pour les médecins qui ont des connaissances que je n'ai pas. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui affronte les gens ou qui a l'impression d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas. Donc, je me disais, mais ça ne fait pas de sens parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on est allé au bout des choses, puis j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire. Je n'ai pas l'impression que c'est de l'acharnement. Donc, dans ma grande intensité, j'ai googlé pour voir un écrasement d'un membre, qu'est-ce qui pouvait aider à ça. Et en Europe, c'était beaucoup les traitements pour la cellulite qui venaient aider pour ça. Donc, j'ai essayé ça, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé plein de choses et je suis tombée sur un physiothérapeute qui avait des méthodes non conventionnelles, qui me pendait par les pieds avec une table inversée, qui me tirait là-dessus, puis il me faisait très mal. Et finalement, 6 mois après, ma dextérité est revenue et j'ai pu recommencer à marcher. Ça a été pour moi une révélation. Durant le 2 ans et demi de convalescence, premièrement, moi, ma vie, c'était de travailler beaucoup, de sortir beaucoup, de m'étourdir, d'aller porter ma fille un peu partout à ses activités. Je restais rarement toute seule à la maison parce que c'est à ce moment-là que le mal-être était très présent et je ne savais toujours pas que j'avais un trouble de personnalité limite à ce moment-là. Donc, la stratégie que j'avais trouvée pour éviter que le mal-être se présente, c'était vraiment de m'étourdir. Je faisais plein d'activités, j'étais continuellement avec des gens, je travaillais beaucoup, je faisais plein de choses. Donc, l'accident de voiture, ce que ça m'a permis, c'est d'apprendre à vivre avec moi, de m'arrêter. J'ai commencé à méditer, j'ai fait du yoga, j'ai lu énormément sur la réussite, sur l'amour, sur qu'est-ce qui fait que certaines personnes perdent de moins 1000 et se retrouvent avec des grandes réussites, alors que d'autres auraient toutes les possibilités de réussir et finissent par tout échouer. Donc, je me suis alimentée énormément de connaissances durant cette période-là de ma vie. Pour me rendre
rendre compte finalement que ben, je suis bien toute seule avec moi-même, que ben, quand que j'ai un feeling que je ne suis pas allée au bout des choses, que c'est important de continuer. Puis peut-être que la nouvelle personne, la nouvelle étape sera la bonne pour moi. Moi, dans ma vie, là, j'ai accumulé les déceptions. J'ai accumulé les échecs parce que ben, dès qu'il y avait une difficulté, j'abandonnais tout, puis je laissais tomber. Puis je me victimisais beaucoup, beaucoup. Je m'apitoyais. Moi, ma vie, c'était de la merde, puis tout allait mal. Puis je me complaisais et j'attirais tout ce qui allait pas bien autour de moi. Donc, avec l'accident de voiture, ça m'a permis de m'ouvrir sur autre chose et de surtout me rendre compte que ben, j'étais pas mal plus forte que je pensais, que j'avais de la détermination, qui n'étaient pas des qualités que je me reconnaissais et que ben, j'étais capable d'aller au bout des choses. Là, 2008 à 2011, 2 ans et demi de temps, convalescence, tous les jours des traitements, mon médecin qui n'arrête pas de me répéter que je suis une survivante, que à la base, j'aurais pu mourir, que j'aurais jamais dû remarcher, que, mon Dieu, que j'étais donc bien merveilleuse. Je reviens travailler après 2 ans et demi. Il n'est pas question d'avoir un retour progressif chez mon employeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout ou rien. Donc, je reviens 40 heures par semaine. Mais là, je me sens comme Wonder Woman. Moi, j'aurais dû mourir. J'aurais dû jamais remarcher. Je marche. Je vais super bien. Je suis en pleine forme. Fait que je mets les bouchées doubles. Je ne recommence pas juste mon emploi. Je me dis, dans toutes mes lectures que j'ai faites, quand on veut quelque chose, il faut s'arranger pour la vendre. Moi, j'adore ça, voyager. Comment je peux faire, en plus de mon travail d'acheteur, pour me permettre de voyager plus en étant mère monoparentale, sans pension alimentaire? Bon, bien, j'ai décidé de vendre des voyages. Donc, sur mes pauses, mon dîner, mes soirs, mes week-ends, je vendais aussi des voyages en plus de mon travail à temps plein, en plus de m'occuper de ma maison, de ma fille et tout le tralala. Les week-ends, pendant 8 semaines, j'avais des amis qui avaient une cabane à sucre. Donc, j'allais jouer les barmaids chez eux du vendredi au dimanche. Donc, je faisais à peu près 80 heures par semaine. Wonder Woman était capable. Je suis revenue exactement au même point de m'étourdir qu'avant l'accident. Et il est arrivé ce qui devait se produire, donc dépression majeure sévère. Et à partir de ce moment-là, ma vie s'est complètement effondrée. La première fois, l'accident d'auto, c'est comme si la vie m'avait scié les jambes une première fois pour me faire ralentir. Et c'est comme si je n'avais pas compris, puis que là, la dépression était venue faire exactement la même affaire. Elle est venue me scier les jambes, mais cette fois-là, c'était pas cool. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de méditer, j'avais pas envie de faire du yoga, j'avais juste envie de mourir. Quand ça s'est produit au travail, je suis arrivée au travail le lundi de Pâques. J'avais travaillé, ça faisait 8 semaines que je travaillais 80 heures par semaine. Le téléphone a sonné, pas de son, pas d'image. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment je suis retournée chez nous. Je sais juste que quand j'ai appelé le médecin, ça devait avoir l'air grave parce que la secrétaire me donnait rendez-vous avant les heures de bureau le lendemain matin. Quand je me suis présentée chez le médecin, j'étais en état végétatif. J'avais plus ma tête. J'étais vraiment plus là. Donc, elle a diagnostiqué une dépression majeure sévère. Elle m'a donné des petites pilules. Moi, les petites pilules, là, j'avais plein de croyances par rapport à ça. Parce que je connaissais des gens qui avaient pris des antidépresseurs. Puis c'est des gens qui n'avaient jamais eu d'idées suicidaires, puis qui ont eu envie de faire des tentatives de suicide suite à la prise de médication.
parce que, ben, au début, ça fait un effet secondaire, parce que c'était pas la bonne médication, la bonne dose pour plein de raisons. Fait que moi, dans mon manque de connaissances, j'avais acheté comme croyance que, ben, quand les gens prennent des antidépresseurs, ça les rend plus dépressifs, puis qu'il y a des chances qu'ils fassent des tentatives de suicide. Fait que j'avais peur de prendre ça. Fait que je suis partie avec ma prescription. Je me suis en allée chez nous et j'ai écouté ce que mon médecin m'avait dit. Elle m'avait dit que c'était important de garder une routine. Donc, de me lever avec ma fille le matin et de me coucher sensiblement à la même heure qu'elle le soir. Ce que je faisais. Quand ma fille se levait le matin pour aller à l'école, je me levais avec elle, je m'installais sur le divan et quand elle revenait le soir, j'étais assise exactement à la même place. Je n'écoutais pas la télé, je ne mangeais pas, je ne me lavais pas, je regardais le vide. J'étais en état végétatif. Ça a duré quand même quelques semaines comme ça. Je ne prenais pas la médication, je ne faisais rien, absolument rien. Et ma fille était à l'adolescence à ce moment-là. Ça a été une période difficile. Elle était très confrontante et ben, elle avait honte de sa mère qui était dans cet état-là. Et comme la maison chez nous était l'endroit de rassemblement de ses amis, c'était très, très, très difficile pour elle. Après une couple de semaines, ma sœur me parlait peut-être d'aller dans un centre de crise pour commencer la médication. Je me suis dit que c'était pas fou comme idée. Donc, j'ai contacté le centre de crise et ben, il était à 2 minutes de mon employeur à pied. Donc, je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que ben, j'avais pas envie de croiser des gens du travail. J'avais vraiment honte d'être dans l'état où j'étais. Après ça, ben, je leur ai demandé de me référer à un autre centre. Donc, je suis allée, j'habitais les Laurentides à l'époque, je suis allée au centre de Rawdon pendant 3 semaines. C'était magnifique, le centre de crise, c'était parfait, parfait, parfait. J'étais bien encadrée pour commencer la médication. Ils m'encourageaient même à me laver et j'avais des petites tâches à faire au quotidien. C'était parfait. Après une couple de jours, à mes rencontres avec eux au quotidien, l'intervenante m'a demandé si je n'avais pas peut-être autre chose. Déjà, de faire une dépression pour Wonder Woman, c'était hyper difficile au niveau du jugement que j'avais par rapport à moi. Fait que non, je n'avais jamais eu d'autres diagnostics en santé mentale. Déjà, celui-là était épouvantable pour moi et je trouvais ça insultant qu'elle me dise ça. Donc, j'ai fait une petite colère, toute petite. Elle ne voulait plus s'occuper de moi. On a changé d'intervenante. L'autre intervenante, qui était beaucoup plus gentille, m'a dit que ben, il y avait la chance d'avoir un contact avec un psychiatre à l'hôpital et que le temps que j'étais au centre de crise, c'était comme un privilège que j'avais de pouvoir accéder rapidement à un psychiatre. Moi, je n'avais pas cette conscience-là à l'époque que c'était compliqué d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Fait que je dis, bon, bien, parfait. Elle m'a demandé, j'ai accepté d'aller rencontrer. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que au centre de crise, pour moi, les gens qui étaient là devaient être des gens en crise. Donc, si quelqu'un riait, s'il écoutait la télé, s'il avait l'air d'avoir un bon moment, il me tapait sur les nerfs. Parce que dans un centre de crise, on est en crise. On ne peut pas s'amuser. J'étais vraiment déplaisante, mais vraiment déplaisante. Tout le monde me tapait sur les nerfs. Je me tapais sur les nerfs moi-même. Donc, ils m'ont demandé d'écrire un peu ce qui s'était passé dans ma vie afin de l'envoyer au psychiatre pour qu'il ait déjà une idée avant de me rencontrer. C'est parfait. Fait que quand on est en dépression et que ça ne va pas super bien, d'écrire toutes les choses désagréables qu'on a vécues dans notre vie, c'est pas trop up la vie. Ça ne fait pas nécessairement du bien. Et il y a des choses que j'ai écrites que moi, je n'avais jamais parlé de ça parce que, ben, il y a des choses qu'on ne parle pas chez nous.
J'ai des bons parents, j'ai une bonne famille, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec eux ce qu'ils avaient. Mais chez nous, l'inceste, on ne parle pas de tout ça. Chez nous, la santé mentale, on ne parle pas de tout ça. Puis, il y a plein de choses comme ça qu'on ne parle pas. Donc, sur ma petite feuille, moi, j'ai écrit que j'avais été abusée par mon grand-père, mais on n'en avait pas parlé de tout ça. J'ai écrit que j'avais été violée aussi lors d'un voyage à Cuba. J'ai été violée à mon hôtel. J'ai été battue par le père de ma fille. J'ai eu plein de super belles choses que jamais j'ai été consultée ou que j'ai été demandée de l'aide pour ça. Donc, moi, j'avais accumulé un super beau bagage de merde avec lequel j'arrivais au centre de crise avec ma super dépression. Fait que j'ai tout écrit ça, on a envoyé ça au psychiatre et ils ont envoyé une ambulance venir me chercher pour m'amener à l'hôpital, du centre de crise à l'hôpital. Et là, bien, la Joanne séductrice était vraiment, mais vraiment déçue parce que l'ambulancier était magnifique. C'était un très bel homme qui m'a expliqué déjà en m'assoyant dans l'ambulance que si je tentais de m'enfuir rendu à l'hôpital, qu'il n'y aurait pas le choix d'envoyer de la police après moi pour ma sécurité. Je n'avais jamais eu l'intention de m'enfuir. Mais là, il induisait dans mon esprit que peut-être je devrais m'enfuir. Puis moi, dans les phrases qu'on se répétait quand j'étais jeune, c'est qu'un fou qui ne sait pas qui est fou, il est plus fou qu'un fou qui sait qui est fou. Fait que là, je me suis dit que peut-être que je suis plus folle que je pensais, puis qu'eux autres, ils savaient que là, ils m'envoient là, à l'hôpital, mais que je ne sortirai jamais de là. Fait que c'est pour ça qu'il me prévient de ne pas tenter de m'enfuir, parce que lui, il sait qu'il s'en va me faire enfermer. Je ne suis pas partie en courant quand ils ont ouvert la porte, mais je vous jure que ça m'a tenté. Je suis rentrée dans la salle d'urgence, accompagnée de mon bel ambulancier. Et là, bien, ils ont mis un gardien de sécurité à côté de moi et la gentille dame à l'accueil de me dire très fort à son tour, « Vous savez, Madame Lavoie, si vous tentez de vous enfuir, le gardien de sécurité va partir après vous pour votre sécurité. » Non. Oh, juste de fermer le micro, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème. Oh, je vais essayer d'aller le fermer. Mute. Parfait. Donc, vous comprendrez que j'ai beau être en dépression, j'ai honte de ce que j'ai l'air, parce que je ne sais pas, ça faisait combien de jours que je ne m'étais pas lavée. J'ai l'air de la chienne à Jacques. Mais en plus, j'ai un gardien de sécurité à côté de moi, comme si j'étais une crise de folle, ou une détenue, ou peu importe quoi. Et la dame dit très fort, et tout le monde me regarde. J'ai juste envie de prendre mes jambes et de partir en courant. Encore une fois, je ne l'ai pas fait. Je pense que dans le fond, je ne suis peut-être pas si courageuse que ça, ou en tout cas pas si folle, je ne suis pas partie en courant. Je suis allée rencontrer le psychiatre qui avait un stagiaire avec lui. C'était parfait. J'en avais deux pour m'expliquer que ce que j'avais portait un nom. Et ils m'ont énuméré les critères du trouble de personnalité limite. Moi, j'étais vraiment contente. Je me suis dit qu'ils avaient lu qu'est-ce que je leur avais envoyé parce que ce qu'ils me disaient, là, c'était exactement moi. Il n'y avait aucun doute sur le diagnostic, c'était vraiment moi. Ça fait cool, youpi, vous allez me donner une petite pilule sourire, ça va tout régler. Moi, 43 ans, je vais être avec le gène du bonheur maintenant grâce à une petite pilule. Ils m'ont expliqué que ça ne fonctionnait pas comme ça. Que malheureusement, il n'y avait pas de médication pour le trouble de personnalité limite. Il fallait apprendre à vivre avec. Ces paroles-là sont restées ancrées dans ma tête au fer rouge. Il fallait apprendre à vivre avec. Mais moi, j'ai 43 ans. Depuis que, à ce moment-là, j'avais 43 ans, ça faisait depuis que j'avais à peu près 13 ans que le mal-être était présent. J'ai bien voulu vivre avec. Il n'est pas vivable. Je me suis étourdie pour essayer de m'enfuir de lui de toutes sortes de façons. Fait que de me faire dire, quand je suis en dépression, quand j'ai aucune énergie, que je me sens comme de la merde, qu'il faut que j'apprenne à vivre avec moi, ça fait comme, ben non, c'est pas la bonne réponse. Je l'aime pas. J'aimerais en avoir une autre. Là, ils m'ont dit que je pouvais continuer à jouer les victimes.
Ça aussi, de se faire dire ça par un psychiatre quand tu es en dépression, ça m'est resté dans la tête longtemps. Mais il avait raison. C'est vrai que j'avais cette tendance à m'apitoyer. Ça n'enlève rien à ce que j'ai vécu. C'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où ça n'a pas été facile. Mais il y a eu des moments où je me suis apitoyée puis que je me suis victimisée beaucoup, beaucoup. Donc, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils me donnaient le choix de quitter l'hôpital, de retourner au centre de crise et après le centre de crise, d'être déjà sur une liste d'attente pour avoir accès à une thérapie, pour m'aider à comprendre et à apprendre, pas à vivre avec moi, mais à vivre avec le trouble de personnalité limite, avec qui on cohabite. Ou sinon, bien, je pouvais rester à l'hôpital et que c'était quand même déprimant et drabe comme endroit et commencer un petit peu plus rapidement la thérapie. Je me suis dit que je n'étais pas complètement folle. Comme ils me donnaient le choix, que je m'en irais parce que d'un coup, après une couple de jours, qu'ils décidaient que j'étais vraiment folle et qu'ils me gardaient là, j'aimais mieux pas prendre de chance. Fait que je suis retournée au centre de crise et là, je suis devenue la pire version du trouble de personnalité limite. Moi, je suis allée googler trouble de personnalité limite. Et my God, on est des monstres. On est vraiment des monstres. Fait que moi, je suis devenue encore pire que tout ça. Pire que pire. J'ai appelé mes parents, je leur ai donné de la merde, je leur ai dit que c'était de leur faute, que j'étais une crise de folle. J'ai appelé mes 10, 20 dernières fréquentations pour leur dire qu'ils avaient raison, que j'étais une crise de folle, qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Au centre de crise, je suis devenue encore beaucoup plus insupportable. Je m'en excuse encore. Et tout ça, pour sortir du centre de crise. Et au centre de crise, j'avais signé un contrat de vie. Donc, il évitait de me laisser aller près des chutes. Il y avait des gens qui m'accompagnaient pour ma sécurité. Donc, quand je suis sortie du centre de crise, arriva ce qui devait se passer en attendant sur la liste d'attente pour avoir de l'aide. Donc, j'ai fait une tentative de suicide. Je me suis ramassée à l'hôpital. Cette fois-là, je pense que ça n'a pas été loin. C'était pas ma première, ça a été la plus proche de la fin. Et quand je me suis réveillée, avant de me réveiller, j'étais comme entre deux mondes, puis j'entendais ma fille parler, qui allait avoir 18 ans quelques jours après. Et je me suis dit que ça aurait été la pire chose que j'aurais pu lui faire. Parce que bien, on avait une relation qui était vraiment difficile à ce moment-là. Donc, elle aurait eu de la difficulté à vivre avec ça. Elle se serait sentie coupable et je ne me l'aurais jamais pardonné. Et je pensais qu'elle ne me le pardonnerait jamais, elle non plus. Donc, j'ai eu accès quand même rapidement à une thérapie à ce moment-là. Malheureusement, j'étais en surconsommation de médication. Donc, je ne me rappelle pas mon 8 semaines d'hôpital de jour, 0. Ce que j'avais enregistré du psychiatre, c'est qu'il n'y avait pas de médication pour ça étant le trouble de personnalité limite, et que ça prenait 6 semaines avant que la médication fasse pleinement son effet. Fait que moi, tous les 6 semaines, j'étais revenue dans ma région, donc j'avais un suivi avec un nouveau psychiatre qui est Dr. Lionel Caillol, qui a écrit la préface de mon premier livre et que j'aime d'amour maintenant, mais que, mon Dieu, que je l'ai donc bien détesté le temps qu'il était mon psychiatre, parce qu'il me confrontait, le petit maudit. Mais à toutes les 6 semaines, je disais, ça ne marche pas vos médicaments, c'est de la merde. Parce que moi, j'avais entendu le psychiatre me dire qu'il n'y avait pas de médicament pour ça. Mais il n'y a jamais personne qui m'avait expliqué que le médicament que je prenais, c'était pour ma dépression. Donc, un n'enlevait pas l'autre. J'avais besoin de soigner ma dépression.
Mais moi, je comprenais que je les prenais pour rien, ces médicaments-là, du fait qu'il n'y en avait pas de médication pour le trouble de personnalité limite. Et il me manquait plein de connaissances. Donc, graduellement, on a changé 13 fois de médication pour finalement venir à bout de la dépression avec, entre autres, la marche et la course à pied, en me réactivant, en recommençant à lire, en recommençant à faire mon yoga, en recommençant à faire de la méditation et tout plein de choses magnifiques et plusieurs thérapies. Et les suivantes, j'ai réussi à être assez concentrée sans trop de médication pour qu'il y ait un effet positif, malgré le fait que à ce moment-là, au CIS des Laurentides, tout était en fusion. Donc, quand j'ai commencé une thérapie qui devait durer 3 mois, 6 mois, ça durait à peine le quart ou la moitié parce que le psychologue démissionnait, parce que ça fusionnait, parce que tout le monde partait, parce que ça l'éclatait. Donc, je n'ai jamais eu accès complètement à des thérapies, mais l'ensemble de tout ça, dans ma grande intensité, m'a permis de faire mes propres recherches, de faire mes propres études pour pouvoir m'aider à me comprendre. Donc, dépression et diagnostic, ça aura pris autour de 2 ans pour apprendre à vivre avec le trouble de la personnalité limite et guérir la dépression. Après à peu près 1 an et demi, j'ai arrêté la médication graduellement, le sevrage avec ma pharmacienne et pour me rendre compte que c'était parfait. La dépression était passée, j'avais des bons outils pour mon trouble de personnalité limite et tout allait beaucoup mieux dans ma vie. Ce qui m'a permis de retourner à mon super emploi. Bon, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Bon, et me voilà. Je suis retournée à mon emploi d'acheteur où j'étais depuis 13 ans. Et après, mon Dieu, je pense 4 ou 5 semaines, elle a fait comme non, le mal-être réapparaît. Moi, j'ai plus envie d'être là. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de contribuer à aider mon prochain. J'ai envie d'aider les gens comme moi. Donc, j'ai décidé de mettre en application ce que j'avais appris à travers mes formations et à travers mon expérience pour pouvoir le partager. Et c'est ce que je fais déjà depuis 2015. Donc, assez parlé de moi. Maintenant, on va y aller avec la vraie raison de la conférence ce soir. Je vous explique en détail le trouble de personnalité limite. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire soit via le Facebook Live ou sur le chat, mais je vais y revenir juste à la fin, juste pour être sûr de ne pas trop partir du coq à l'âne. Donc, je vous explique, le trouble de personnalité limite fait partie, je vais juste vous changer de place pour être en mesure de vous montrer ça comme il faut. Donc, il fait partie du groupe B. Les troubles de personnalité, il y en a plusieurs. Il y a groupe A, groupe B, groupe C. Groupe A étant paranoïaque, schizoïde et schizotypique, que je ne vous parlerai pas aujourd'hui pour la simple et unique raison que je ne les connais pas. Fait que j'ai des gens qui ne sont pas très contents, qui m'écrivent sur Facebook que je ne fais que parler du trouble de personnalité limite, qu'il y en a d'autres troubles que je devrais parler des autres. Mais mon intention, c'est de vous parler de ce que je connais et eux, je ne les connais pas, donc on n'ira pas là. Celui du trouble de personnalité limite est dans le groupe B, qui fait aussi partie des troubles histrioniques, antisociaux et narcissiques. Et on a les troubles de personnalité limite du groupe C, qui sont les troubles évitants, dépendants et obsessionnels compulsifs. En santé mentale, comme en santé physique, quand on a un trouble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir d'autres. Santé physique, là, je peux faire du diabète, de l'hypertension, du cholestérol puis une casse de jambe. Ça se peut. En santé mentale, c'est pareil. Je peux avoir plusieurs troubles de personnalité ou plusieurs troubles en santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir un trouble de personnalité limite et un trouble de dépendance ou être plus antisocial ou narcissique. Donc, ce n'est pas parce qu'on en a un qu'on ne peut pas en avoir d'autres.
Ils ont tous des critères distincts. Celui qu'on va parler aujourd'hui, vous comprendrez que c'est le trouble de personnalité limite, puisque c'est celui que je connais le mieux. Je vais vous parler de ses origines, parce que contrairement à ce que j'ai cru à la base par manque de connaissances, moi, j'avais compris que c'était héréditaire. Ça venait de mes parents. C'était à cause d'eux autres que j'avais ça. Bien, pas tout à fait, mais en partie. Parce qu'il y a une partie qui est héréditaire, qui est dans nos gènes. Donc, est-ce que ça veut dire que parce qu'on a un trouble de personnalité limite, nos parents en ont? Ben non. Ça veut dire qu'il y a une fragilité au niveau de la santé mentale. Dans mon cas, je pensais que du côté de ma mère, pas je pensais, du côté de ma mère, ils sont anxieux. Ils ont beaucoup d'anxiété non diagnostiquée, puis non acceptée, puis non tout ça, parce qu'on ne parle pas de ça chez nous. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'anxiété. Et curieusement, du côté de mon père, que c'est tous des petits messieurs, des petites madames, hop la vie, puis qui ont l'air de bien aller. À la sortie du premier livre, il y a une maison qui me dit « Hey, petite fille, je me reconnais tellement dans ton histoire. » Puis j'avais comme « Hein, pour vrai? OK. » Je n'avais pas cette impression-là. Fait qu'effectivement, dans ma famille, un peu des deux côtés, il y a des fragilités. Après ça, l'autre critère, c'est notre ADN. Si vous avez des frères, des sœurs ou plus d'un enfant, vous voyez que même si on a la même hérédité, qu'on a des tempéraments différents. Moi, ma sœur, c'est quelqu'un qui est fonceuse, qui est déterminée, qui n'a pas peur de rien. Et petite, moi, j'étais celle qui était hypersensible, pleurnicharde, introvertie, puis tout ça. Fait qu'elle, elle me tirait par le bras, puis elle m'emmenait partout. Puis... Donc, même si on a les mêmes parents, on avait deux tempéraments complètement différents. Même si on a les mêmes parents et qu'on a vécu les mêmes événements, ça n'a pas déclenché chez elle la même chose que chez nous. Donc, c'est là où, à l'origine, le trouble de personnalité limite, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu une enfance difficile avec un parent peut-être dépressif, abusif, violent, a vécu une séparation, un deuil, qui va systématiquement développer un trouble de personnalité limite. Ce n'est pas parce qu'un parent a un trouble de personnalité limite qui va le donner à son enfant. C'est un peu de chacun des critères. Plus un, plus l'autre pour certaines personnes. Il faudrait ouvrir le cerveau pour aller analyser ça et ça ne se fait pas encore. Mais à l'origine, c'est ces trois critères-là ensemble. Et au niveau des événements, je trouve ça important aussi. Parce que, tu sais, des fois, les gens me disent « Ouais, mais tu sais, moi, Joanne, je viens d'une bonne famille, je n'ai rien vécu de dramatique. » L'événement, là, des fois, ça peut être une séparation des parents. Des fois, ça peut être un sentiment d'intimidation ou une peine d'amour à l'adolescence. Ça peut être aussi banal, même si ce n'est pas banal, que ça. Ça n'a pas besoin d'être un gros drame qui déclenche tout ça. Fait que ça, c'est important, je trouve, de vous le partager. Ensuite, les recherches nous disent que il y a 30 à 40 des gens qui ont un TDAH qui vont développer un trouble de personnalité limite. Bien ça, là, puis moi, Dr. Cailleul, là, il me dit que c'est 50 des jeunes qui passent dans son bureau qui ont un TDAH qui développent un trouble de personnalité limite. Et je trouve que c'est important parce que souvent, puis, tu sais, mes parents sont les premiers à me dire, mais on ne savait pas. On n'avait pas ces connaissances-là. Les parents, s'ils ont un jeune qui a un TDAH, qui est médicamenté pour ça, pensent qu'ils font la bonne chose, puis que leur jeune est en crise d'adolescence. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance qui est en train de développer autre chose. Fait, ça, c'est important d'aller voir les bonnes personnes pour ça. Et à mon humble avis, la bonne personne pour ça est un psychiatre ou un pédopsychiatre. Un médecin de famille est un généraliste. Il a des connaissances générales.
Pour la santé mentale, je considère que c'est important d'aller voir un spécialiste en santé mentale. Et pour votre médication, ce qui est important, c'est de parler avec votre pharmacien. C'est la meilleure personne qui est spécialisée pour ça. Donc, d'aller voir la bonne personne vient faire toute la différence. Ensuite, la grande différence entre le TDAH et le TPL, c'est à l'égard de l'autodestruction. Habituellement, les gens qui ont un TDAH vont pas avoir nécessairement tendance à l'autodestruction. Et mon intention, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est de venir changer le regard sur le trouble de personnalité limite, qui est souvent très, très, très mal vu. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent hey, tu sais, ma conjointe là, est dans le déni ou mon conjoint, il ne veut pas en entendre parler, il ne se reconnaît pas là-dedans. Puis même des gens qui travaillent en santé et en santé mentale qui me disent moi, Joanne, là, j'en vois du monde qui rentre avec un trouble de personnalité limite, puis je ne suis pas comme eux autres. OK, parfait. C'est pas parce qu'on a la même étiquette qu'on le vit tout de la même façon. On a toutes des identités différentes et des tempéraments différents. Fait que même si on a les mêmes critères en fonction de nos filtres, en fonction de notre vie, en fonction de notre passé, de notre éducation, on vit les choses différemment. Et surtout, on ne les vit pas comme à la télé, comme les gens qui nous montrent dans les films d'horreur, de troubles de personnalité limite ou dans les séries où c'est peut-être 2-3 % des gens qui ont un trouble de personnalité limite qui sont aussi extrêmes. Fait que c'est sûr que moi, si tu me dis que je suis comme le film Borderline, ben non. Et je ne suis pas dans le déni, je ne me reconnais pas dans ce personnage-là. Et si tu me dis que je suis comme dans le bracelet rouge qui était l'année passée, ben non plus. Même à l'adolescence, je ne me reconnais pas dans cette jeune fille-là. Fait que, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le trouble de personnalité limite? Ben non, ça veut juste dire qu'on le vit de façon différente. Fait que ça, c'est important quand les gens n'acceptent pas le trouble, de leur montrer peut-être des gens qui leur ressemblent avec le trouble plutôt que des gens qui sont complètement à leur opposé. Ce n'est pas tout le monde qui a un trouble de personnalité limite, qui surconsomme, qui fait de la prostitution ou c'est pas tout le monde. C'est important de savoir qu'il y a des gens qui ne font pas ça. D'enlever tous les stéréotypes par rapport à ça. Maintenant, les troubles associés, je vais juste prendre une petite gorgée. Je ne vous ai pas perdu, ça va? C'est bon, parfait. Donc, le point central pour moi, c'est le trouble de personnalité limite. Ensuite, les troubles associés, il y a le trouble bipolaire. On peut avoir un trouble de personnalité limite et un trouble bipolaire. La distinction entre les deux, parce que souvent les gens ont de la difficulté à faire la différence entre les deux, le trouble bipolaire, les moments de high et les moments de down, les moments de manie et les moments plus dépressifs perdurent dans le temps. Quelques jours, quelques semaines, plusieurs mois, dépendamment des gens. Le trouble de personnalité limite, c'est dans la même journée, dans la même heure, où ça peut changer rapidement en fonction des événements. Je me lève le matin, j'ai eu une bonne nuit, bonne humeur, ça va bien. J'ai un appel, je suis en colère, je ne suis pas contente, je lis quelque chose, ça me rend triste. Toutes ces émotions-là, ça peut être en dedans d'une heure. J'ai une mauvaise nuit, je me lève, je suis marabout, il arrive un courriel, ça y est, je suis super de bonne humeur. Ça peut être rapide, d'où la raison qu'il n'y a pas de médication qui agirait assez rapidement pour ça, contrairement au trouble bipolaire où le médicament vient régulariser quelque chose au cerveau. Donc, pour le TPL, c'est une bonne psychothérapie. Pour le trouble bipolaire, c'est aussi une psychothérapie, mais la médication. Et on peut avoir les deux. Ensuite, un autre trouble associé, on en a parlé du TDAH, là aussi où il y a de la médication. Attends des minutes, je veux juste essayer
Je ne sais pas si vous voyez vos images. Je veux juste faire sûr que ça ne vous cachera pas ce qui s'en vient. Donc, on a le trouble anxieux. Ça se peut-tu quand je ne sais pas je suis qui, quand j'imagine plein de scénarios, quand je suis dans l'impulsivité, que ça me crée de l'anxiété? Il y a des fichus de bonne chance. Et là encore, il faut apprendre à vivre avec des bons outils, ou sinon, il peut y avoir la médication pour tout ça. Et les troubles du sommeil. Quand je suis anxieuse, quand je me crée plein d'histoires, quand le mal-être est présent, quand le sentiment de vide est présent, ça se peut-tu que ça m'empêche de dormir? Il y a des fichus de bonne chance. Donc, ensuite, la dépendance. Bien, beaucoup de gens, par manque de connaissances, vont aller chercher de la façon qui est le plus facile pour eux, je vous dirais, de venir calmer tout ça. Moi, j'ai eu ça à 43 ans que j'avais un trouble de personnalité limite. Pendant tout le long de ma vie, pour me calmer, bien, je fumais un petit joint, je prenais un verre, je trouvais d'autres façons, sachant pas que j'avais quelque chose puis qu'il y avait d'autres moyens pour ça. Ça a été longtemps ma façon de faire. Moi, je prenais des relaxants musculaires pour calmer l'esprit au lieu de le corps. Ça vous donne une petite idée. J'avais trouvé mes moyens à moi, par manque de connaissances, qu'il y avait quelque chose pour ça. Donc, les dépendances sont souvent reliées aussi aux troubles de personnalité limite. Et quand on est dans tout ça, ou dans un de tout ça, bien, ça peut être énergivore et causer une dépression. Donc, c'était la façon de vous présenter les troubles associés. Et j'ai envie de vous dire, je vous ai mis le collier de perles parce que dès qu'on règle, celui qui est central et souvent les gens avec qui moi je travaille, c'est le trouble de personnalité limite. Bien, si on règle le trouble de personnalité limite avec la bonne compréhension, avec les bons outils, c'est comme un collier de perles. On enlève cette boule-là et toutes les autres vont tomber. L'anxiété va tomber, le trouble du sommeil va tomber, la dépression va tomber, dès qu'on va avoir une bonne compréhension et être bien outillé. Donc, rappelez-vous du collier de perles. Je vous amène ici aux critères du trouble de personnalité limite. Il faut avoir 5 des 9 critères pour avoir un diagnostic de trouble de personnalité limite. Quand on en a moins de 5, on appelle ça des traits de personnalité limite et ça peut être tout aussi souffrant, dépendamment de l'intensité des traits. Ce n'est pas parce qu'on a un et qu'on n'a pas l'autre que c'est moins souffrant. Ça peut être aussi souffrant et c'est les mêmes outils. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une étiquette? Ça sera à vous de voir. Personnellement, le côté maman en moi, recommande pas nécessairement d'avoir l'étiquette. Parce qu'au Québec, on a la chance de pouvoir avoir des services en santé mentale sans avoir nécessairement d'étiquette. Donc, on peut appeler le 811, notre CLSC, et demander d'avoir accès à une thérapie. Oui, il y a des longues listes d'attente, mais on a quand même accès à tout ça. Et d'avoir un diagnostic ferme dans son dossier est plus difficile quand on est jeune par la suite pour avoir une bonne assurance vie. D'où l'importance de faire attention, d'avoir un diagnostic ferme dans son dossier. Ça nous suit par la suite et ça devient plus compliqué. Donc, je vous laisse aller avec tout ça. Ça sera votre décision à voir si c'est nécessaire ou pas dans votre cas. Dans mon cas, ça a complètement changé la donne, le fait de le savoir. Je ne savais même pas que ça existait, le trouble de personnalité limite. Je ne savais pas c'était quoi. Donc, pour moi, ça aura fait la différence. Mais et j'ai appris que c'était compliqué au niveau des assurances dans ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça que je partage cette information avec vous. Bon, parfait. Les critères. Sentiment d'abandon réel ou imaginaire. Ça, là, c'est donc bien drôle. Parce que, et réel ou imaginé, là, c'est vraiment, vraiment ça. Si je suis en relation, puis que mon conjoint aime le hockey, bien, moi, j'ai tendance à me sentir abandonnée qu'il préfère ses chums à moi. Est-ce que c'est vraiment un abandon
ou c'est vraiment qu'il a le droit d'avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'écris réel ou imaginaire. Moi, dès que quelqu'un j'avais l'impression qu'il y avait un désintérêt, et je mettais un terme à ma relation parce que pour moi, c'était plus facile de quitter que de me faire quitter. Est-ce que la personne m'aurait vraiment quitté? Est-ce que c'était une journée plus difficile au travail? Est-ce qu'il y avait d'autres préoccupations? Je ne le saurais jamais. Mais le sentiment d'abandon, pour moi, ça allait jusque-là. Donc, un texto qui ne rentre pas assez rapidement, donc réel ou imaginaire, dans mon cas, c'était bien souvent imaginaire. Et le sentiment d'abandon, c'était tellement puissant pour moi que, tu sais, tantôt, je vous ai dit, ma dernière tentative de suicide, ma fille allait avoir ses 18 ans. Et je me disais que j'étais tellement un fardeau dans sa vie qu'elle serait mieux sans moi. Puis comme elle allait avoir 18 ans, que c'était le bon moment de quitter pour moi. Parce qu'elle m'avait tellement répété souvent que j'étais tellement insupportable que le jour de ses 18 ans, elle me quitterait puis que je ne la verrais plus jamais, que ça, pour moi, ça aurait été insupportable. Et bien, elle est partie de la maison beaucoup plus tard que ses 18 ans et on a une très belle relation aujourd'hui. Donc, fort heureusement que ça n'a pas fonctionné, ma tentative de suicide à ce moment-là. Deuxième critère, relation interpersonnelle instable. Tu es ma meilleure amie, on fait plein d'activités ensemble. Je vois sur les réseaux sociaux que tu as fait quelque chose avec quelqu'un d'autre, tu ne m'as pas invité. Tu es la pire personne au monde, je savais que je ne pouvais pas compter sur toi, c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Il y a des gens dans ma vie que je ne me rappelle pas pourquoi je les aime plus, tellement que ça ne devait pas être important. Mais sur le coup, c'est assez important pour que je mette un terme à cette relation-là. Pour un oui, pour un non, tu es la personne la plus exceptionnelle du monde. Et c'est comme ça, je ne le dirai pas fort, là, mais même pour mon conjoint. Des fois, je me lève le matin, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec lui? Je l'aime pas pantoute. Puis 1 heure après, je me dis, mon Dieu, qui est merveilleux. C'est l'homme le plus merveilleux du monde. Mon Dieu, que je l'aime. Je suis vraiment privilégiée de l'avoir. Mais cette conscience-là, je l'ai maintenant. Je n'avais pas cette conscience-là avant. Moi, avant, quand j'avais un doute, je le disais, regarde, c'est fini, je t'aime plus. Puis des fois, le lendemain, je le regrettais parce que je l'aimais, ou pas longtemps dans la journée après. Mais là, les gens sont un peu tannés de jouer au yo-yo, fait que ça ne fonctionne pas comme ça. Relation interpersonnelle instable. Donc, j'aime pas pour un oui, pour un non. Souvent, ça peut être très, très, très banal. Perturbation de l'identité. C'est exactement pareil pour moi. Je ne sais tellement pas qui je suis que moi, quand j'ai choisi mon inscription au cégep, il y a une fille dans ma classe qui a nommé qu'elle s'en allait en loisir. J'ai trouvé que ça avait l'air cool, fait que je me suis en allée là-dedans. Je n'avais aucune idée c'était quoi. Quand tu ne sais pas t'es qui dans la vie, là, bien, ça se peut que tu changes souvent de travail, ça se peut que tu changes souvent de champ d'études, parce que tu ne sais pas ce que tu aimes. Ça se peut que tu aimes faire du paddleboard pendant 3 semaines, puis qu'après ça, tu n'en fasses plus jamais de ta vie. Ça se peut que tu aimes la plongée sous-marine, puis que tout d'un coup, tu n'aimes plus ça. Ça se peut tout ça parce que tu ne sais tellement pas t'es qui que tu deviens souvent un peu comme les autres. J'ai des gens avec lesquels je travaille qui deviennent l'ombrage de leur conjoint. Ils ne savent tellement pas qui ils sont l'ombrage de l'autre, ou ils sont ce que les gens leur disent. Ah, mes parents me disent que je suis comme ça. Fait que ça doit être vrai. Je suis comme ça. OK. Fait que ça, c'est important déjà au niveau de la perturbation de l'identité, de savoir qui on est. Dans la même journée, moi, je peux passer je trouve que je suis une vraiment super bonne maman. Mon Dieu, que je suis la pire mère au monde. Et c'est pareil avec mon conjoint. Je peux trouver que je suis pas pire comme blonde à me dire que « Oh my God, mon Dieu, pauvre homme, il fait pitié. » Fait que de vraiment passer d'un extrême à l'autre. Impulsivité dans au moins 2 domaines.
Les dépenses excessives, sexualité à risque, toxicomanie, conduite automobile dangereuse, la boulimie, l'anorexie. Quand on ressent un vide, là, souvent on a tendance à le remplir avec ce qui nous fait du bien, un bien éphémère. Fait que ça peut être les dépenses. On remplit le vide avec les dépenses. Dans mon cas, ça a beaucoup été les voyages. Moi, les voyages, ça venait combler le temps que je l'achetais avant que je me rende, le temps que j'étais là-bas, puis une couple de semaines après. Puis après ça, ben, le vide y revenait. La boulimie, ben, je remplis le vide beaucoup, beaucoup. Encore aujourd'hui, la nourriture, pour moi, c'est quelque chose qui est plus difficile. Il faut vraiment que je me ramène à la raison pour laquelle je mange. Je suis en train de manger mon ennui, ma peine, mon insatisfaction, ou je mange parce que j'ai faim. Je vous dirais que c'est rarement parce que j'ai faim. Donc, au niveau des impulsivités, de faire attention à ce niveau-là. Comportement, geste ou menace suicidaire ou d'automutilation. Souvent, là, j'ai des parents ou des conjointes qui vont me dire « Ah, ils font tout le temps des menaces suicidaires, c'est une façon d'attirer l'attention. » Mais je pense pas. Moi, je pense que c'est un cri d'alarme que quand la souffrance est tellement grande, là, que ce qu'on veut, c'est pas de mourir. On veut juste arrêter de souffrir. Puis, quand c'est une souffrance physique, là, les gens le voient. Moi, quand j'ai eu l'accident d'auto, là, pendant 2 ans et demi de temps, quand j'allais à l'épicerie, au magasin, au restaurant, les gens étaient bienveillants envers moi parce qu'ils voyaient que j'avais une blessure physique. Quand tu as une blessure mentale, là, les gens ont rarement cette bienveillance-là envers nous et c'est là où ça devient inquiétant et que les gens ont tendance à dire des paroles pour que les gens comprennent ce qui se passe à l'intérieur du fait que ça ne se voit pas nécessairement. Et l'automutilation, c'est exactement la même chose. Quand la souffrance physique fait moins mal que la souffrance intérieure, c'est une façon aussi de montrer notre souffrance à l'intérieur. Puis l'automutilation, là, ça a plein de formes aussi. Je pense que les gens qui se font mal en étant dans des relations toxiques, des gens qui se sabotent, des gens qui ne prennent pas soin d'eux, à mes yeux, à moi, c'est aussi une forme d'automutilation. C'est important à ce niveau-là. Instabilité affective. Ben, au niveau de l'affect, je vous l'ai dit tantôt, j'aime, j'aime plus. Pour un oui, pour un non. Tu es la meilleure personne au monde, tu es la pire personne au monde. Le sentiment de vide, on en a parlé aussi. Les colères inappropriées. Moi, j'ai appris en thérapie que j'étais agressive passive. Moi, je pensais que j'étais bien bonne parce que ben, je trouve ça drôle, ma mère, elle appelle durant le temps que je fais la conférence. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Chez nous, mes parents, mon père ne savait pas trop comment dealer avec les patterns. Nous, quand on n'était pas fin, ma mère criait et quand ma mère criait, mon père frappait. C'était comme ça que ça se passait. On n'a pas été battus à outrance. Je pense que la génération de mes parents, de donner une bonne claque ou un coup de cuillère de bois, je pense que c'était la norme. En tout cas, je n'étais pas la seule dans mon coin à vivre ça. Fait que j'ose croire que c'était la norme à l'époque, mais je n'ai pas l'impression d'avoir été battue à outrance. Mais pour moi, la violence, c'était ça. C'était de vraiment crier fort ou de frapper. Moi, ma façon de faire, c'était vraiment de façon très calme et posée, de venir dire la petite phrase assassine, de venir faire l'action pour faire mal à l'autre comme moi j'ai mal. J'ai appris qu'il y avait différentes formes d'agressivité et que ça en était une. Les colères inappropriées, bien, je vous dirais que d'être super de bonne humeur, de rentrer les souliers de ma fille qui traînent, puis que tout revole. D'avoir, c'est ça, d'avoir une colère démesurée pour quelque chose de mignon.
ça peut ressembler à ça. Idées passagères de persécution ou de dissociation. Ça, moi, j'aime ça beaucoup. Parce que je n'avais pas cette conscience-là que je me sentais persécutée. Au bureau, quand j'étais en classe, s'il y a 2 personnes qui se parlent, systématiquement, là, je suis sûre qu'ils parlent contre moi. C'est clair. C'est clair qu'ils ont quelque chose à me reprocher. Et pourtant, je t'ai aimée et appréciée pas mal partout où j'ai étudié ou travaillé, mais j'ai toujours eu cette impression-là que les gens manigançaient, que les gens parlaient dans mon dos, fait que le sentiment de persécution, pour moi, ça fait partie de mes patterns qu'il faut que je me ramène tout le temps. C'est-à-dire que les gens ne font pas les choses contre moi. Bien souvent, ils vont faire les choses pour eux, mais pas contre moi. Et la dissociation, c'est quand la souffrance est tellement grande que c'est comme si on se dissocie de ce qui est en train de se passer. C'est un peu comme si on observait le film de notre vie plutôt que d'être en train de le vivre. On perd le contact avec cette réalité-là qui est la nôtre. Donc, c'est les critères du trouble de personnalité limite du DSM-5. Il en faut 5 des 9 pour avoir un diagnostic de trouble de personnalité limite. Moins de 5, c'est des traits de personnalité et, comme je vous ai dit tantôt, ça peut être tout aussi souffrant. Mon intention est de vous partager les côtés positifs aussi du trouble de personnalité limite, parce que, ben oui, il y en a. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est quand même l'Association des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité à l'état limite, qui est en Belgique, qui ont fait une recherche avec des gens qui vivent avec le trouble de personnalité limite pour voir c'est quoi leur qualité à ces gens-là. Donc, la majorité d'entre nous, nous sommes des gens altruistes avec une intelligence émotionnelle, doués d'une hypersensibilité. On est des êtres passionnés, authentiques, spontanés, remplis de compassion, avec une belle force de caractère, une grande ouverture d'esprit, le sens de la droiture, sens moral et de la justice. On est des gens empathiques, créatifs et curieux. Donc, moi, là, je focus là-dessus. Parce que quand je suis dans mes qualités, je ne suis pas dans mes fragilités de mes critères du trouble de personnalité limite. Je ne peux pas en même temps être en colère puis être dans l'empathie. Ça ne se fait pas. Quand je suis un, je ne suis pas dans l'autre. Fait que je focus beaucoup sur mes qualités. Ça me permet d'être moins dans mes fragilités. Donc, maintenant, on est rendu aux croyances. J'ai envie que vous me partagiez, c'est quoi vos croyances par rapport au trouble de personnalité limite? Moi, j'ai entendu plein d'affaires. C'est pas possible de travailler, d'avoir un emploi stable. C'est pas possible d'avoir une relation saine. C'est pas possible de garder des amitiés. C'est pas possible de... Donc, vous, c'est quoi vos croyances par rapport au trouble de personnalité limite? J'ai envie de vous entendre. Bien, bonjour, bonsoir. Moi, j'aurais peut-être, j'allumerai pas la caméra là, parce que je suis confortablement installée. Pas de souci. Ce que j'entends, moi, je travaille en intervention et souvent, ce que j'ai entendu, c'est des gens qui sont difficiles à aider et souvent, je voyais des professionnels à bout de certains clients qui sont de certaines personnes qui sont atteintes là, du TPL. Là, C'est vrai qu'on entend ça souvent et je l'ai entendu moi-même au moment où j'étais hospitalisée. Et je fais beaucoup d'ateliers justement dans les instituts, dans les hôpitaux pour pouvoir aider les gens. Les gens de la DPJ aussi ont beaucoup de la difficulté là, avec les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Et je pense que c'est vrai qu'on est une clientèle difficile si on n'est pas bien outillé pour travailler avec nous. Il faut des gens bien outillés, des gens qui ont une bonne compréhension de qui on est et des gens qui ont la capacité de nous voir
autrement que des gens en crise. Ça fait partie des choses qui me dérangent beaucoup quand je fais les salons du livre. Souvent, il y a des psychiatres qui arrêtent, qui me disent « Ah, moi, je travaille avec des gens qui ont des troubles de personnalité limite, il n'y a rien à faire avec eux autres, c'est des manipulateurs, ils demandent des services à répétition, ils ne mettent rien dans l'application, c'est compliqué, blablabla. » Puis là, je dis « Oh my God! Une chance que je ne suis pas tombée sur quelqu'un comme ça. » Parce que moi, Dr. Cailleul, là, il me disait « Regarde, si tu veux, là, tu vas avoir la meilleure des vies, mais il va falloir que tu fasses ce que tu as à faire. » Puis moi, j'y crois, puis moi, je te vois à travers tes qualités, puis à travers tout ce que tu peux créer. Mais si je serais arrivée devant un psychiatre qui m'aurait fait ressentir qu'il n'y a rien à faire avec moi, qu'il perd son temps, que je le manipule, que ci, que ça, bien, je l'aurais sûrement cru, puis je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Fait que c'est important d'avoir, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de formations. Il y a quand même le colloque annuel du trouble de personnalité limite où il y a un bon bagage d'informations, mais c'est important d'aller chercher les bons outils parce que sinon, ça fait l'effet contraire. Moi, je ramasse plein de gens à petite cuillère parce que justement, ils ont tombé sur des intervenants qui n'étaient pas qualifiés pour travailler avec eux. Et malheureusement, les intervenants qui ne se sentent pas compétents, n'ont pas envie, puis c'est là où les listes d'attente deviennent encore plus longues du fait qu'il n'y a personne qui a envie de travailler avec nous parce qu'ils n'ont pas les connaissances et que ça devient difficile. Donc, au niveau des croyances, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi, j'ai décidé de ne pas acheter ces croyances-là. Ce qu'on m'a dit, mon médecin, entre autres, là, elle me disait que quand tu fais une dépression, tu es fragilisé, puis tu vas en faire d'autres à répétition. Bien, moi, je n'ai pas acheté ça. Je me suis dit que maintenant que je les connaissais, les critères, là, que bien, quand je commence à me sentir fatiguée, quand j'ai moins de concentration, bien, je vais prendre le temps de me reposer. Parce que je ne veux plus jamais revivre ça. Je sais par quoi j'ai passé, puis je ne veux plus jamais me rendre là. Je ne les connaissais pas avant les critères et les symptômes de la dépression. Puis avec le trouble de personnalité limite, c'est exactement la même affaire. Je me connais assez bien pour être en mesure de prendre du recul puis de me voir aller. OK, non, ce n'est pas la réalité. Là, je suis dans mon tâton. Je suis vraiment dans l'abnégation. Je ne veux pas déplaire. Je suis en train de me déplaire à moi pour ne pas déplaire aux autres. OK, parfait, je me ramène. OK, là, je suis en train de me saboter. Parfait, je me ramène. C'est important d'avoir les connaissances. À partir du moment où on a les connaissances de notre mode de fonctionnement, bien, c'est là où ça devient possible de venir les travailler et de venir changer tout ça. Cette image-là, pour moi, représente beaucoup de choses. Entre autres, puis tu sais, j'entends plein de monde me dire « Ben oui, mais tu sais, c'est fatigant, ça demande des efforts, j'en ai pas d'énergie, puis pourquoi moi, je suis pas normale, puis c'est pas facile, puis j'en ai pas de réponse à ça, mais c'est comme ça, puis si on fait rien, bien, il n'y a rien qui va changer. » Joanne, Oui? j'ai sur Facebook le Joseph qui dit c'est de l'impuissance de la méconnaissance. Exactement, je suis vraiment d'accord. C'est ça. Oui. Donc, ce que j'allais vous dire par rapport aux souliers, à la base, on a appris à attacher nos souliers. Je doute fortement que vous ayez réussi du premier coup. Peut-être que vous ne vous rappelez pas pour vous, mais moi, je me rappelle pour ma fille. Elle a essayé une première fois, ça n'a pas marché, elle l'a pitché. Elle a quand même un tempérament impulsif comme son père, pas comme sa mère. Donc, ça a été le premier réflexe. Après ça, on a pris le temps. Elle a compris comment ça fonctionnait. Elle a pratiqué. Puis aujourd'hui, puis depuis déjà longtemps, elle est capable d'attacher ses souliers, puis de parler, puis de se concentrer sur autre chose en même temps. Mais à la base, là, ça demandait toute sa concentration. Elle a eu besoin de comprendre, de pratiquer, c'est devenu un automatisme. La santé mentale, c'est exactement comme ça. Il faut comprendre comment on fonctionne. Après ça, il faut pratiquer pour venir se reprogrammer. Et avec le temps, avec la pratique, ça devient un automatisme. C'est là où on vient reprogrammer notre mauvaise programmation qui a créé le trouble de personnalité limite. Donc,
de reprogrammer son cerveau. Et la programmation, je ne suis pas sûre, c'est ça, c'est un peu comme l'entraînement physique. L'exemple que j'aime à donner, c'est l'entraînement physique. Si vous y allez une fois par semaine, là, il ne faut pas vous faire de peine, là, mais vous perdez votre temps. Allez-y pas. Vous gaspillez votre temps, votre argent. Si vous allez en thérapie une fois par semaine, puis vous ne mettez rien en application dans votre quotidien, c'est plate à dire, mais vous perdez votre temps et votre argent aussi. L'entraînement mental, c'est comme l'entraînement physique, c'est comme un plan alimentaire. Un plan alimentaire, moi, si je fais un plan alimentaire une fois par semaine, je ne vais jamais perdre de poids. Si à tous les jours, je fais attention à ce que je mange, je bois beaucoup d'eau, après une couple de semaines, je vais avoir un résultat. Après une couple de mois, je vais être vraiment contente. Puis si j'arrête, je retourne à mon point initial ou même pire. L'entraînement physique, c'est pareil. Si je m'entraîne 2-3 fois par semaine, que je bois beaucoup d'eau, que je mange bien, après une couple de semaines, je vais avoir un résultat. Après une couple de mois, je vais être vraiment en forme, je vais être vraiment bien. Si j'arrête, je retourne à mon point de départ. L'entraînement mental, c'est pareil. Si je vais en thérapie une fois par semaine, je ne mets rien en application dans mon quotidien, il n'y a rien qui va changer. C'est important de mettre en application dans votre quotidien des nouvelles stratégies si vous voulez des nouveaux résultats. Et plus que vous allez le faire dans votre quotidien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois par jour, et plus que ça va être rapide. Moi, je suis quelqu'un d'intense. J'ai absorbé tout ça rapidement. Avec toutes les lectures que j'avais faites, j'avais lu avec Tony Robbins que c'est un conférencier qui est vraiment exceptionnel, que pour lui, au lieu de faire des conférences 1 fois par semaine, il en faisait 2-3 par jour, même s'il y avait 2-3 personnes à chaque fois. Mais à partir de la 1000e, il était devenu excellent. Donc, plus que vous allez mettre en application les outils dans votre quotidien, plus que vous allez voir des changements rapidement, plus que vous allez voir les changements rapidement, il faut conserver vos acquis. À partir du moment où ça va bien, il faut continuer à faire ce qui vous fait du bien. Parce que quand on arrête de faire ce qui nous fait du bien, c'est là où on retourne dans nos vieux patterns et que ça fait des montagnes russes. Donc, une autre image que j'ai envie de vous donner, d'utiliser vos ressources. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Ça fait des années que je paye pour des thérapies. J'ai fait tel atelier avec un tel, puis je suis allée en Californie pour voir telle personne, puis j'ai fait ça. Merveilleux, parfait. Tu as tout ce que tu as besoin. Fais juste le mettre en application. Je vous ai mis des lunettes parce qu'à la base, il faut avoir la connaissance. Donc, c'est important. C'est vraiment la première étape, de comprendre notre mode de fonctionnement. Les lunettes, là, moi, j'ai la connaissance que je ne vois pas clair. J'ai mon outil, j'ai mes lunettes. Si je choisis de ne pas les porter, c'est comme si je choisissais consciemment de ne pas voir clair. Quand vous allez en thérapie, quand vous allez dans différents groupes d'entraide, on vous donne des outils. Vous avez des connaissances, vous avez des outils. Si vous ne les mettez pas en application dans votre quotidien, c'est comme de choisir consciemment de ne pas mettre vos lunettes et de continuer à ne pas voir clair. Donc, ça, on ne le fera pas parce que le temps avance, puis je veux quand même vous laisser le temps de poser des questions. Mais j'ai une preuve hors de tout doute qu'en quelques secondes, à peine, on peut changer notre niveau d'énergie. Quand je fais la conférence en présentiel, je mets ma toune « I will survive ». On se lève les bras des airs, on danse. Il y a tout le temps du monde que ça ne le tente pas, mais zéro open bar de se lever et de danser, et je les oblige à le faire pour qu'après 1 minute à peine, qu'ils voient le degré d'énergie qui a changé. Le cerveau, là, il est malléable. On lui fait faire tout ce qu'on veut, consciemment ou pas. Mon cerveau, il ne fait pas la distinction entre ça me tente ou ça ne me tente pas. Ce qui me fait du bien, ça me fait tout le temps du bien. N'importe qui va s'entraîner, qui va courir, qui va prendre une marche, qui fait de la randonnée, qui danse, va vous dire que ça ne tentait peut-être pas nécessairement à la base. Mais un coup que tu commences à le faire, l'énergie embarque et ça fait toujours du bien. Que ça vous tente ou pas. Puis là, je vois ma belle Lynn de jouer d'un instrument de musique. Des fois, ça ne me tente pas de commencer,
Mais d'embarquer puis commencer à jouer, l'énergie, elle vient changer. Les gens qui sont plus artistiques, qui font de la peinture, qui font du dessin, dès qu'on commence à faire, que ça vous tente ou pas, commencez à faire ce qui vous fait du bien et le cerveau va acheter que ça va bien parce qu'il aime ça, faire ça. Il faut y jouer des tours à notre cerveau et ça, c'est bien important. Donc, je vous ai mis mes petits bonhommes happy. Ça, c'est une petite phrase que j'aime beaucoup d'Einstein qui nous dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Moi, je sais que si je vais au gym, que ça va me faire du bien. Mais si je fais rien qu'y penser et que je n'y vais pas, il n'y a rien qui va changer. Le plan d'action, c'est de comprendre. Je pense que je vous l'ai dit, que je vous l'ai répété à plein de reprises. La base, là, c'est de comprendre le mode de fonctionnement de notre cerveau. Ensuite, c'est de s'outiller. Il y en a plein d'outils qui existent. On est privilégié au Québec. On a plein de CLSC, on a plein d'organismes communautaires, que vous soyez quelqu'un qui a un diagnostic ou que vous pensez que peut-être vous en avez un, que vous soyez un proche, il y a plein d'organismes pour les proches, que vous soyez des intervenants, demandez d'avoir des formations. Moi, j'ai une formation de 2 jours que je viens offrir un peu partout. Gênez-vous pas, allez vous outiller avec des bons outils. On devient facile à travailler. La première chose, il faut créer un bon lien. C'est déjà la première chose. Et avec des bons outils, vous allez créer des choses exceptionnelles et de créer des changements qui sont permanents. C'est là où ça devient important, la puissance des groupes. Moi, mes groupes sont sur 12 mois pour pouvoir conserver les acquis. Donc, de s'entourer des gens qui vivent sensiblement les mêmes choses, qui s'outillent, qui se supportent et qui d'un mois à l'autre, si ça descend un petit peu, ça n'a pas le temps de descendre complètement parce qu'on sera toujours là. En parlant justement des groupes, je veux prendre juste 2 petites minutes pour vous les expliquer. Il y a l'Académie du TPL, la prochaine cohorte commence lundi prochain, le 24. C'est autant pour les intervenants que pour les proches, que pour les gens qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui ont, ça fait déjà un petit bout, mais qui ont pas de connaissances, qui n'ont vraiment pas la connaissance de base et les premiers outils pour pouvoir aller de l'avant. C'est une formation de 4 semaines. C'est des blocs de 2 heures les lundis pendant 4 semaines et ça vous donne accès à une plateforme numérique avec tout le contenu vidéo et en PDF de la formation. Donc, c'est un outil exceptionnel pour les intervenants, justement, qui ont de la difficulté à travailler avec les gens exceptionnels que nous sommes. Et le groupe de discussion Borderline Anonyme, qui est un groupe sur 12 mois, qui va avoir 7 ans au mois de décembre, dont je suis très fière, c'est mon petit bébé et ma plus longue relation à vie. Je l'ai créé parce que moi, je faisais les rencontres d'accueil au CIS des Laurentides, qui était mon CLSC, pendant 6 ans de temps. Je leur avais dit, montrez-moi des gens qui vont bien avec vos affaires de thérapie, là, puis je vais y croire. Puis ils me disaient, bien, Joanne, les gens, quand ils vont bien, ils ne reviennent pas pour nous le dire. Puis moi, je les avais dit, bien, si je vais bien, je vais revenir, puis je vais dire aux gens que ça marche, vos affaires. 1 an après, c'est eux qui m'ont contacté pour me demander, puis comment tu vas, puis est-ce que tu aurais envie de venir partager? Puis effectivement, ça me faisait vraiment mon plaisir de venir partager. La première rencontre que j'ai faite, il y avait des gens dans la salle qui étaient là et qui étaient là au moment où moi, j'étais en dépression, dans ma période de 8 semaines où j'étais en état végétatif et que je n'ai aucune conscience de mon 8 semaines de thérapie. Puis une personne, entre autres, que je sentais rager, là, je dis, mais qu'est-ce qui te met autant en colère? Ben, je ne comprends pas. Pourquoi toi, tu vas bien, puis moi, je suis encore ici, puis que je vais aussi mal? Bien, j'ai dit, si tu mettras en application ce qu'ils t'ont enseigné ici, bien, tu irais aussi bien que moi aujourd'hui. La différence entre toi et moi, c'est que moi, là, je me suis dit, je vais les tester, leurs affaires. Puis si ça ne marche pas, bien, je vais en finir une bonne fois pour toutes, mais je pourrais dire que j'ai tout essayé.
Et vous comprendrez que si je suis là aujourd'hui, ben, c'est parce qu'il y en a des choses qui fonctionnent et beaucoup plus qu'on pense. C'est pour ça que pour moi, c'est important de les partager, ces outils-là. Donc, quand je faisais les rencontres d'accueil, c'est Laurentides parce que c'était ma région, à tous les mois, avec la travailleuse sociale, on expliquait aux gens que c'était la première étape, qu'on les accueillait, après ça, qu'ils auraient accès à différentes thérapies. Et souvent, les gens, ça faisait quelques mois, voire une année ou peut-être 2, qui attendaient pour cette super rencontre-là. Et ce qu'on leur annonçait à la fin de la rencontre, c'est que bien, possiblement que leur thérapie commencerait dans quelques mois, voire peut-être une autre année encore. Les gens étaient découragés. Puis je me disais, bien, qu'est-ce que moi je peux faire pour les aider, ces gens-là? Moi, là, quand je suis arrivée en ambulance avec ma jambe écrasée de mon accident, là, ils ne m'ont pas dit, bon, ben on va te mettre sur une liste d'attente, continue à marcher sur ta jambe, remplir-toi, puis dans 1 an ou 2, on te viendra en aide. Mais c'est ce qu'on fait beaucoup avec la santé mentale. On vous rencontre, puis on vous dit, OK, bien, on a tout ça, on a plein de beaux programmes, et un jour, ça sera ton tour et on te l'offrira. Puis moi, ça me brisait le cœur. Fait que je me suis dit, bien, qu'est-ce que moi je peux faire pour venir en aide à ces gens-là en attendant? En attendant qu'ils aient accès à une thérapie au public avec un psychologue, avec des travailleurs sociaux, puis tout ça. Et c'est là que j'ai créé le groupe de discussion. J'ai fait une annonce sur Facebook en disant que j'invitais les gens à venir parler du trouble de personnalité limite, un peu comme on fait ce soir. Puis, ben, je me suis dit, s'il y avait 2, 3 personnes dans mon sol, ce serait bien correct. On a été une trentaine. Il a fallu que j'aille acheter des chaises pliantes, que je rentre les chaises de patio, que je descende les chaises de cuisine, que je refuse des gens. Là, les gens me disaient, mais non, mais tu ne peux pas me refuser. C'est la première fois que je vois que quelqu'un qui peut m'aider. Puis là, ça fait plein de temps que j'essaie de convaincre mon conjoint ou ma conjointe ou ma fille qui est en petite boule dans le coin. Tu ne peux pas me dire non. Donc, il y avait des gens partout, il y avait des gens partout. Ça n'a aucun bon sens. Et c'est comme ça qu'on a commencé pendant plusieurs mois dans le sol chez nous. Et ensuite, ça a été dans ma salle de conférence. Et avec la pandémie, bien, ça a été à travers les visioconférences. Comme ça, bien, ça permet à des gens de partout au Québec d'y avoir accès, de cette île à Gaspésie, à Montréal, un peu partout, et d'avoir accès pas juste à notre 2 heures de rencontre qui est hyper enrichissant et qui nous permet de voir des gens qui vivent sensiblement les mêmes fragilités que nous, mais on fait une technique à chaque rencontre et les 12 techniques des 12 mois, vous les avez en vidéo, vous les avez en PDF. Puis en plus, vous avez 165 capsules parce que c'est jamais assez, parce que dès que j'ai une nouvelle formation, j'ajoute du nouveau contenu. Puis que mon intention, c'est juste que ce soit plus facile pour les gens quand ils apprennent qu'ils ont un diagnostic ou quand ça fait longtemps qu'ils vivent avec. Moi, si j'aurais eu les informations que j'ai eues à 43 ans, si je les aurais eues à 13 ans, à 20 ans, à 30 ans, bien, ça n'aurait pas hypothéqué ma vie, puis ça n'aurait pas hypothéqué celle de ma fille parce que veut pas, les sautes d'humeur à sa mère a teinté sa vie à elle. Et présentement, bien, je suis mamie de 2 petites filles et on voit au niveau des tempéraments qu'il y en a une qui a déjà des fragilités. Fait qu'on veut tout de suite l'outiller pour justement venir renforcer toutes ses forces, toutes ses qualités et non pas mettre l'accent sur ses fragilités. Fait que Borderline Anonyme est plus pour les gens pour pouvoir venir s'outiller et conserver les acquis pendant 1 an, tandis que l'Académie est pour les intervenants, les proches et les gens qui apprennent qui ont le diagnostic. Donc, et voilà pour... ça ne veut pas changer. Nous voilà. C'est la dernière strike et après ça, on va pouvoir passer aux questions. Je vous ai mis les livres parce que ça me fait tout le temps rire quand les gens m'écrivent et ils me disent « Hey, j'ai lu ton livre ». Là, je me dis « OK, les gens pensent que j'en ai juste un. » Et quand même, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, Borderline n'est pas folle. Ce qui le distingue, c'est les critères du trouble de personnalité limite à travers mon histoire et les outils qui me permettent à moi de bien aller avec le trouble de personnalité limite.
La préface est faite par Dr. Cailleul, qui est le psychiatre qui m'a suivi et que j'aime d'amour maintenant, qui est une sommité sur le trouble de personnalité limite. Il travaille à l'UIH Lafontaine, entre autres. Il fait partie de plein d'équipes de chercheurs pour trouver les meilleures stratégies pour nous aider. Donc, le premier étant celui-ci. Ensuite, Borderline et Heureuse, où vous avez 100 stratégies gagnantes. Suite à Borderline, mais pas folle, puis à l'entrevue avec Denis Lévesque, il y avait plein de gens qui m'écrivaient pour me dire hey, « Moi, je vis ta situation, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » et tout ça. J'avais comme « Oh my God, mais je n'ai pas toutes les connaissances. » Donc, je suis allée modéliser des gens qui vivent bien aussi avec le trouble de personnalité limite. On modélise les gens beaucoup en entreprise pour voir qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante pour le reproduire dans d'autres équipes. Donc, les gens m'ont raconté leur histoire et à travers leur histoire que vous avez accès dans le livre, on en est découlé 100 stratégies gagnantes. Fait que sur les 100 stratégies, je ne peux pas croire qu'il n'y en aura pas quelques-unes qui vont être bonnes pour vous. Ensuite, on a le mode d'emploi pour réussir sa vie, qui s'est refaite une petite beauté. Donc, la nouvelle version sera disponible à partir de la semaine prochaine. C'est le mode d'emploi avec lequel moi, je travaille pour moi, pour mes clients, pour toutes les formations que vous allez faire avec moi. C'est avec le mode d'emploi qu'on travaille parce que ça permet dans notre quotidien de venir créer les changements. Donc, à travers les actions, à travers les gratitudes, à travers les intentions, de nommer nos réussites, de voir notre niveau d'énergie. C'est une bible de travail à faire dans notre quotidien qui prend à peu près 5 minutes et qui vient avec une formation d'à peu près 45 minutes pour vous expliquer le bon fonctionnement. Ensuite, il y a mon livre de Mirabelle à Compostelle pour ceux qui auraient envie de faire ce magnifique voyage à la fin pour apprendre à vous connaître. Ensuite, il y a Je t'aime, je ne t'aime plus. Dans Je t'aime, je ne t'aime plus, vous avez le plan d'action complet que je me sers à travers mes coachings, mais que aussi à travers tous les pénitenciers du Canada, les intervenants se servent parce que je les ai formés avec ce plan d'action. Vous y avez accès dans Je t'aime, je ne t'aime plus, qui n'est pas spécifique aux troubles de personnalité limite, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que monsieur, madame, tout le monde, qui est normal, sans nécessairement d'avoir un trouble relationnel, a quand même des fragilités dans différentes sphères, soit avec la famille, avec l'autorité, avec les relations amoureuses. Donc, celui-ci est vraiment plus général, mais c'est une bible d'information. J'ai entendu une animatrice à la radio dire que ce livre-là devrait être sur toutes les tables de chevet du Québec. Et je suis bien d'accord, et pas seulement parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est rempli de connaissances. Ensuite, il y a tous mes super romans. Pour ceux qui ne connaissent pas les romans Histoire de TPL, il y en aura 10 en tout. Il y en a 6 présentement de sortie. C'est des personnages différents dans chacun des tomes. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu un pour lire un autre. Vous avez 2 romans par tome qui sont tête-bêche, donc à l'inverse un de l'autre, avec chacun une fragilité. Pour Héloïse, elle, c'est la part de l'abandon. Et pour chacun des personnages, il y a 3 scénarios possibles. Allant du pire scénario, et je suis très, très, très créative au niveau des pires scénarios, au meilleur scénario, à celui qui est comme un moindre mal, qui est un peu ce que la majorité, je vous dirais, qu'on se contente dans la vie. On va rarement au pire, mais on fait rarement les actions pour créer le mieux. Fait que ça nous permet de faire des prises de conscience sur soi. Donc, on a Héloïse, la part de l'abandon, Anna et ses relations en montagne russe, le beau Nicolas, le caméléon. On a ensuite Marie-Lou, l'impulsive. Et les petits derniers qui sont sortis le mois passé, Émilie et ses sauts d'humeur et Christophe se fait violence. Donc, dans chacun des livres, ça vous permet d'avoir plein d'informations sur le trouble de personnalité limite. Les romans se lisent
super bien pour les gens qui ont des problèmes de concentration et aussi pour vos ados s'ils sont en train de développer cette problématique. Oups, oups. Je reviens à vos questions. Je vais enlever le partage et je vais arrêter l'enregistrement.